Ah, la langue française. Elle est pleine de petites subtilités qui font tout son charme, mais qui peuvent aussi nous tendre quelques pièges. Parmi eux, il y a les fameux homophones. Des mots qui sonnent pareil à l'oreille, mais qui veulent dire des choses complètement différentes. Allez, on va démêler tout ça ensemble. Tendez l'oreille. Je vais juste prononcer un son. Encre. Encore une fois. Encre. Pour l'instant, ça n'est qu'un son, n'est-ce pas? Sauf qu'en français, un simple son comme celui-ci peut déjà ouvrir la porte à plusieurs idées. Ça évoque quelque chose, encre? On y est. C'est exactement ça le principe. On part d'un seul et même son qui peut nous emmener vers des sens qui n'ont absolument rien à voir. Regardons ça avec notre premier exemple. Et voilà la solution. Ce son encre. Ça peut être une encre, ce gros objet en métal qui maintient un bateau en place, mais ça peut aussi être de l'encre, le liquide qu'on met dans un stylo pour écrire. Deux objets, deux univers, mais une seule prononciation. C'est fou, non? Bon, ce phénomène linguistique, il a un nom, bien sûr. C'est le moment de mettre une définition claire sur ce qu'est un homophone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont des mots qui sont des jumeaux, par le son, mais qui, une fois écrits, n'ont plus rien en commun, ni dans leur orthographe, ni dans ce qu'ils signifient. C'est une particularité très présente en français. Et un petit truc pour ne jamais l'oublier, c'est de regarder d'où vient le mot. Ça nous vient tout droit du grec ancien, homo qui veut dire même et phone qui veut dire son. Littéralement, même son. La définition est cachée dans le mot lui-même. Rien de tel que des exemples concrets pour que ça devienne limpide. On va explorer quelques-uns des homophones les plus courants, et avec des images, c'est toujours plus parlant. Ah, là, le contraste est génial. À gauche, on a une amande, le fruit sec délicieux à grignoter, et à droite, une amande, le petit papier qu'on aime beaucoup moins recevoir. On est bien d'accord qu'on préfère de loin le premier, hein. Et pourtant, quand on le dit, c'est exactement le même son. Alors, celui-ci, on l'utilise sans arrêt. Le mot « elle ». Ici, c'est le pronom personnel féminin, un des piliers de la langue. Mais attention, ce son « elle » ne sert pas qu'à ça. Et oui, ce même son, mais écrit « aïel », ça devient une aile, comme l'aile d'un oiseau pour voler ou l'aile d'un avion. Imaginez si quelqu'un dit « elle s'est envolée ». Sans le contexte, impossible de savoir si on parle d'une personne ou d'une chose. Attention, là, on passe à un niveau supérieur, un trio redoutable. D'abord, on a une aire, comme sur l'image. Une aire de jeu, une aire de repos sur l'autoroute, bref, un espace, une zone délimitée. Ensuite, le deuxième du trio, c'est l'air, le gaz qu'on respire qui est tout autour de nous. C'est invisible, impalpable, mais vital. On pourrait très bien dire « il y a de l'air frais sur cette aire de repos ». Et hop, on a les deux dans la même phrase. Et pour finir, le troisième de la bande, une ère avec un accent grave. Celui-là nous fait voyager dans le temps. Il désigne une longue période de l'histoire, comme l'ère jurassique ou l'ère numérique. Donc on récapitule. Une ère, l'espace, l'air, le gaz, et une ère, le temps. Un son, trois mondes. Ici, l'exercice est un peu plus abstrait, sans image pour nous aider. On a un auteur, c'est la personne qui écrit un livre, et de l'autre, la hauteur, une mesure, une dimension. À l'oral, c'est presque identique, la seule chose qui change, c'est qu'on ne fait pas la liaison à cause du H muet de hauteur. Alors la grande question, c'est comment notre cerveau fait-il pour ne pas se perdre en milieu de tout ça? La réponse tient en un mot, et elle est incroyablement puissante, le contexte. C'est vraiment ça, le secret. Pour ne pas tomber dans le panneau, il y a 3 réflexes. À l'écrit, c'est facile, on regarde l'orthographe. Mais à l'oral, il faut visualiser ce dont on parle, se faire une petite image dans sa tête. Et surtout, l'outil le plus important, c'est de s'appuyer sur le sens général de la phrase. Le contexte est notre meilleur allié. Au final, les homophones, c'est une de ces petites bizarreries qui rendent la langue française si riche. En s'habituant à écouter le contexte, on apprend à les démasquer de plus en plus facilement. Ce qui amène à une bonne question pour la fin. Quels sont les homophones qui, même avec l'habitude, continuent de poser le plus de difficultés?